Le critère de réussite dans la vie, c'est pas d'avoir 4 bagnoles et 5 appartements. Non, d'après moi, c'est d'être heureux. Sinon, on passe à côté de la plaque. J'ose plus en parler aux jeunes parce qu'ils me prennent pour l'homme de Cro-Magnon. Je leur dis, les gars, on n'avait pas le téléphone à la maison. Oh, Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec André Brugirouf. Il a été nommé, si je me trompe pas, première personne à avoir officiellement voyagé dans tous les pays du monde. j'ai réussi à visiter tous les pays et tous les territoires du monde sans exception. Il a fait ça pendant plus d'une vingtaine d'années. Enfin, il va nous en parler un peu plus en détail. Et surtout, il a fait ça avec la débrouillardise pour animer sa curiosité. Donc je suis vraiment ravi de l'avoir aujourd'hui. Je suis pas un vrai voyageur, je suis plus un étudiant. Mais j'ai un défaut. Je veux aller voir sur place. Et donc c'est une insatiable curiosité d'esprit qui m'a mis sur la route, et cette curiosité est toujours là, ouverte. J'aime apprendre, j'ai voulu comprendre le monde. Merci beaucoup André pour votre temps. Merci d'être venu, Adrien. Je suis ravi. C'est plus convivial d'être à domicile comme ça que dans un studio. Ouais. Euh, Alors, j'ai entendu un mot là qui est une vingtaine d'années, c'est modeste, ça, c'est pas une vingtaine d'années que j'ai voyagé, c'est toute ma vie. Toute votre vie, Et ouais. j'ai rien fait d'autre que ça. Parce qu'en fait, si je me trompe pas, c'était 18 ans sans rentrer en France. Oui, alors, oui, c'est parce qu'il y a deux phases Voilà. dans mon. Il y a premier voyage a effectivement duré 18 ans, Ok. sans rentrer. Mais je suis rentré, bon, parce que j'avais plus un rond, puis j'avais une dysenterie pas soignée. Je faisais le tour de ma taille avec mes doigts. J'étais gros comme ça. Ah ouais. C'est pas assez, ça, pour un gars. Et donc, je suis rentré, mais j'avais vu ce que je voulais voir, l'ensemble du monde. Mais après, il me manquait des pays. Alors, j'étais furieux, il m'en manquait. Ok. Et j'avais. Moi, je suis pas un vrai voyageur, ça peut pas être bizarre ce que je vais dire là. Je suis plus un étudiant, mais je veux voir sur place. C'est Ok. mon défaut. La curiosité d'esprit. Expérimenter sur place. Et j'ai voulu apprendre. J'ai voyagé pour apprendre ou comprendre, pas pour faire de l'aventure. L'aventure, c'est pas ça qui m'intéresse, mais j'ai voulu apprendre et comprendre. Et j'ai voulu aller voir par moi-même. Donc, ça a été, pour tous ceux qui voyagent d'ailleurs, c'est une espèce de forme d'université. D'ailleurs, c'est la meilleure. Mm. Et moi, j'ai beaucoup appris, mais quand les gens m'écoutent, ils écoutent mes trucs de voyage, d'aventure, de prison, de mitraillettes dans les côtes, tout ce qui m'est arrivé, je suis un miraculé d'être encore vivant. Pourquoi j'avais fait ça? Et moi, je savais que je faisais dès l'âge de 18 ans, quand je suis parti, de 17 ans, Ok. j'étais sur mon chemin, c'est-à-dire j'étais en accord avec moi-même. Parce que l'art de vivre, c'est pas voyager qui est important dans la vie, c'est d'être en accord avec soi-même, Mm. d'être heureux. Le critère de réussite dans la vie, c'est pas d'avoir 4 bagnoles et 5 appartements. Non, d'après moi, c'est d'être heureux. Sinon, on passe à côté de la plaque. Complètement Donc moi, d'accord. j'étais en accord avec moi-même dès le départ. Je pense qu'on a tous à la naissance un petit pointillé pré-tracé, un couloir. On fait pas ce qu'on veut. Et donc, l'art de vivre, c'est de trouver son pointillé, ce qui n'est pas facile. Mais une fois qu'on l'a trouvé, eh ben, il faut le marcher, ce qui n'est pas plus facile. Mm, mm. Moi, au début, les premières 18 ans, je marchais. Je savais que c'était ce que je devais faire. Pourquoi? Je comprenais pas, parce que c'était pas banal, cette vie-là. Mais j'ai compris au bout d'une quinzaine d'années. Et c'est parce que je suis né avant la guerre. Là, on me voit, c'est la deuxième. Hein. Non, parce que dans les écoles, les mômes, je leur dis, je suis né avant la guerre, et ils me voient à Verdun avec des bombes de tir dans les tranchées. Non, deuxième. Vous avez quel âge à la deuxième? J'avais 7, moi, en 40, j'avais 7 ans. Ok. Donc, j'ai des bons souvenirs des Boches, des bombardements, les marchés vides et tout ce qu'on voit à la télé. Moi, je l'ai vécu en vrai. De Gaulle à la radio, boum, 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 tout ça. Donc, j'ai voyagé parce que, en fait, quand on regarde ma carte, là, je ne sais pas si on peut la voir, là. Voilà la carte complète. Le premier voyage, c'est le trait noir, les 18 ans. Ok. Ouais, donc C'est qu'il y en a des. vraiment partout, quoi. Il y en a partout. Ça. Et donc, quand je suis parti, j'ai voulu, en fait, c'était inconscient, mais j'ai voulu savoir, est-ce que les hommes, suite à mon enfance dans la guerre,
est-ce que les hommes vont être un jour capables d'établir la paix? C'était ça ma quête ou mon enquête. Alors, sous-jacente et inconsciente. Je n'ai pas dit à papa à 17 ans, ah ben, bisous, bisous, hein. Je reviens dans 18 ans, je vais voir si on peut faire la paix. Non, mais c'est ce qui s'est produit. Et ce qui m'a poussé dans la deuxième partie qui est encore plus longue que la première, et là j'étais en France, ma base était en France, et je faisais des allers-retours incessants. Là, je ne faisais pas le stop, là, je payais des charters, je cherchais le moins cher, et une fois sur place, dans le style d'avant, je faisais le stop sur place, et puis je dormais pas à l'hôtel comme avant. Okay. Mais la deuxième partie, j'ai voulu partager la vision que j'ai ramenée du monde, que j'ai résumée dans une phrase qui fait le titre de mon premier livre, La Terre n'est qu'un seul pays. Il y a un gars du FN qui m'a dit hey, tu ferais mieux de voyager un peu, toi. Il n'était pas d'accord. Ouais. La Terre n'est qu'un seul pays. Donc, j'ai ce message que j'ai ramené, et ça va plus loin, c'est que ma conclusion est énorme. C'est que la paix se fera. Alors, dire ça dans le contexte d'aujourd'hui, ça a l'air provocateur. Faut savoir sur combien de temps. Je veux bien l'admettre. Les gens, ils s'en foutent que la paix ne se fasse pas. Ils s'en foutent. Ils pensent au tiercé, ils pensent aux vacances. Ils s'en foutent. Je pense que c'est essentiel pour l'humanité d'établir la paix. Alors, dans le contexte actuel, je suis bien d'accord qu'on ne peut pas imaginer la paix là-dedans. En plus, jusqu'à date, toute l'histoire du monde, c'est que des guerres. À l'école, on apprend que des dates de bataille, de guerre, tout ça. De temps en temps, il y a un petit traité, le temps d'aiguiser les couteaux un petit peu, puis de recommencer. On n'a jamais eu la paix. Alors, et vu qu'aujourd'hui, c'est pire, ça devient explosif, imaginez la paix là-dedans, ça paraît utopique. Je suis d'accord. Alors, je vais rassurer les gens, je ne veux pas passer pour un utopiste moi-même. La paix se fera, oui, mais pas par intelligence, bon sens, bonne volonté, il n'y en a plus. Donc, elle se fera après une dernière fessée. Et quand je dis le mot fessée, c'est très gentil. On a eu 2 guerres mondiales, pour rien, des millions de morts. Je parle même pas des destructions. 2 guerres mondiales, on n'a encore pas compris notre bêtise et on continue exactement pareil. Sauf qu'aujourd'hui, les moyens de destruction sont pires qu'avant, c'est plus des arcs et des flèches. Donc, il faudra une dernière fessée. C'est-à-dire que la peine, là, on va dans le mur. La Troisième Guerre mondiale, on ne va pas se l'éviter. Ah ouais, vous pensez? Recta. Si ce n'est pas avec le Poutine, on va en trouver un autre de cette acabit-là. On ne va pas éviter. Donc, c'est parce que les hommes vont être coincés par les événements qu'il n'y aura plus d'autre choix avec ce qui va rester de l'humanité. Il faut dire qu'écraser une fourmilière, il y a toujours des fourmis qui se sauvent. Alors bon, en tout cas, elle sera sans cette au cours de la catastrophe, dans l'immédiat. Et donc, on voit d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une violence dans tous les pays, ça ressort ses biscottos et tout. Donc, je pense que ce sera coincé par les événements. Alors, pour terminer, pourquoi je dis que la paix va se faire? C'est parce que l'important, c'est pas savoir que la paix va se faire. L'important, c'est de savoir comment la faire. C'est ça. Comment la faire? Vous dites que ce serait après une troisième... Ah oui, alors, comment la faire? Alors, moi, c'est ce que j'ai découvert, mais bon, je suis pas parti pour ça. Je suis parti parce que je voulais voir le monde, et puis je voulais aussi apprendre des langues. Et il y a une réponse à ça que j'ai découvert, et bien sûr, qui me crée beaucoup de soucis, parce que il y a eu en Perse, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui, la solution viendra de l'Iran en plus. Pas beau ça? Quand on voit les zigotos qu'il y a là-dedans, les barbus et compagnie, c'est pas eux qui vont donner la solution, bien entendu, c'est de ce pays-là. Au 19e siècle, il y a eu une révélation. Ah, grand mot là, révélation. La révélation, c'est pas de la tarte. C'est là-dessus que sont basées toutes les civilisations qu'il y a eu sur Terre. Moi, je suis pas pour l'histoire. Mais il n'y a pas eu de grande civilisation sans un message spirituel. Je ne veux pas dire le mot religieux parce que c'est plus tellement la religion que on peut comprendre vu l'état de la chose. Mais il y a eu, c'est sur on parle de civilisation chrétienne, islamique, bouddhique, judaïque, hindouiste. Il n'y aura pas des civilisations avec Jean-Paul Sartre et compagnie. Ça, c'est des philosophes. Non. Donc, toutes les grandes civilisations sont dues à l'impulsion que donne régulièrement ce message spirituel qui est renouvelé d'époque en époque. C'est comme ça l'histoire, j'y peux rien. Moi, je serais Dieu, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais peut-être pas fait mieux. Mais je constate
Les gens ne voient pas ça du tout. Ils voient la religion comme un truc pour emmerder, un bâton, de l'opium et tout ça. Ils parlent de guerre de religion. Non, il n'y a pas eu de guerre de religion, il y a eu des guerres de manque de religion. Parce que si on regarde ces révélations, qu'est-ce qui est marqué dedans? Aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas marqué foutez-vous sur la gueule. C'est marqué aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a pas d'autre solution. Et tant qu'on n'aura pas appliqué ce principe, d'ailleurs, on n'aura pas la paix. La paix dépendra des hommes de paix. Donc, ça demandera un homme nouveau. Donc, il s'agit que, en fait, à la naissance, l'homme, il faut savoir, alors, les philosophes ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent l'homme est bon. D'autres ils disent il est mauvais. Puis les troisièmes, ils disent il est les deux. J'ai dit les gars, j'ai envie de dire, mettez-vous d'accord. Ce que je comprends, moi, ce que je crois comprendre, c'est que l'homme est créé bon. Victor Hugo pensait ça aussi. J'ai créé un essai sur Victor Hugo là-dessus, justement. Okay. Il pensait qu'il était bon. Parce qu'effectivement, si l'homme est créé mauvais, à quoi sert l'éducation et tous les efforts qu'on fait pour le faire pousser droit? À rien, puis il est mauvais, on n'en fera jamais rien. Ben, laissons tomber, il est mauvais. C'est une pensée ridicule, ça, de croire qu'il est créé mauvais. Alors, il est créé bon, mais il y a un hic de taille. Il est créé bon seulement potentiellement. Et il a sa libre volonté, justement, pour développer ce potentiel de qualité de vertu qu'il a au départ, pour devenir l'homme, ce pourquoi il est créé, c'est-à-dire l'homme bon. Donc, il n'y a pas d'homme mauvais, c'est des hommes qui manquent de bonté, je dirais. Potentiellement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il découvre son potentiel. L'homme a le potentiel au départ, mais ça demande l'éducation. Et les plus grands éducateurs de l'humanité, c'est pas dans la tête des gens, mais ce sont les grands prophètes de l'humanité. Ce sont les éducateurs, pas les emmerdeurs, comme certains pensent. Ce sont les éducateurs. Ils parlent de pitié, de compassion, respecter les parents, pas voler, toutes ces choses-là. C'est eux qui le disent. C'est pas les philosophes. D'ailleurs, les philosophes, ils disent faites ci, faites ça, puis eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais le prophète, il va jusque sur la croix, pour en prendre un. Donc on a, alors, il y a eu cette révélation en Perse, qui est pratiquement inconnue, très peu connue en France, pour l'instant. Révélation, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes peut-être Baha'i, ça veut dire quelque chose? Baha'i. Baha'i, non. Attendez, je vais vous montrer le mot parce qu'il est difficile. Baha'i. Voilà, c'est un mot c'est un mot Baha'i. Le H est aspiré. On n'a pas la lettre H aspirée en France, sauf pour les haricots. Mais c'est quoi, c'est de l'arabe? Non, c'est pas. Oui, c'est un mot arabe ou persan. Persan, ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'influence arabe, puisque les Arabes ont conquis la Perse, ils ont amené leur écriture, et puis beaucoup de mots. Donc, Baha'i, le H aspiré. Le Baha, ça veut dire gloire. C'est ceux qui suivent de la gloire. Baha'i. Donc, il y a eu la révélation, Baha'i. Bah, il reste plus d'une centaine de livres. Il y a des instructions. Maintenant, quand on lit ça, il n'y a rien de nouveau. Ça a déjà été dit dans la Bible, dans les Corans, dans les trucs de Bouddha, de Krishna. On ne tombe pas des nues, ça a déjà été dit. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est redit pour l'humanité d'aujourd'hui, qui rentre au seuil de sa maturité. C'est comme quand on va à l'école. On ne va pas à l'université tout de suite. CP, CM, maternelle, CP, CM, 6e, 5e, tout ça. En fait, à l'école, on reçoit un seul enseignement, mais graduellement. Pourquoi? Parce qu'on grandit, chaque année on peut comprendre un peu plus. Ouais. Donc un nouveau prof avec un nouveau livre. C'est la sagesse d'enseigner à l'enfance qui peut comprendre, pas lui dire n'importe tout d'un coup, c'est pas possible. Et le prof d'université ne peut pas dire que celui de maternelle n'était pas bon, il était nécessaire. Donc l'enseignement spirituel qui guide les hommes depuis le départ, il n'y en a qu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une religion, pour prendre le grand mot. C'est qu'une leçon, mais répétitive et progressive. Parce que l'humanité est en constante croissance, on ne pense pas comme au temps des cavernes aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on pense guère mieux, mais enfin il y a des petits avancements. Le Moyen-Âge, bon. Donc, l'enseignement spirituel qui est donné aux hommes pour leur permettre d'avancer est adapté aux besoins du jour et au degré de compréhension du jour. Aujourd'hui, on entre sur la maturité, donc ce message qui guide l'humanité a été renouvelé. Donc alors, on ne tombe pas des nues, c'est les valeurs d'avant, mais elles sont expliquées pour l'esprit adulte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de paraboles sans se cacher. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire que les livres du passé, comme la Bible et tout ça, il y a un tas de trucs incompréhensibles dedans. C'est même marqué
qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce que c'était trop tôt pour les dire, mais ça ne veut pas Ouais. dire que c'était faux. Donc, ce qui explique aux autres pour les guider est redit pour les adultes d'aujourd'hui. Les sens cachés sont éclairés. Par exemple, dans la Bible, il y a le dernier chapitre qui est vraiment le conte de l'incompréhension qui s'appelle l'Apocalypse. Même celui qui révèle, il dit, je ne comprends rien à ce que je dis. Alors, en gros, je schématise. Mais là, c'est expliqué clairement. Donc, on a maintenant, parce qu'aimez-vous les uns les autres, la notion est donnée. Maintenant, il est expliqué comment arriver à le faire. C'est ça qui est important pour créer cet homme de paix. Donc, on a un moyen là. Mais ce qui est nouveau avec la révolution Baha'i par rapport aux autres, c'est pas qu'elle est meilleure. Elle est pour aujourd'hui. Et puis, il y en aura d'autres après. Parce que les civilisations, elles grimpent au sommet, puis elles redescendent. Celle-là fera pareil. Donc, il y aura besoin de remettre. C'est comme un transistor, il faut changer la pile de temps en temps. Sinon, la musique est intenable. Donc, là, ce qui est nouveau et pas intéressant, pour ça que j'en parle, c'est qu'il il expliqué comment gérer la Terre comme une seule entité politique. Et ça n'a rien à voir avec notre façon de faire d'aujourd'hui, parce qu'on est toujours avec le roi, le président, le chef machin de chose, le dictateur, tout ça. Non, un individu qui dirige un pays, ça va pas ça. Donc il a été expliqué un plan administratif mondial pratique et qui fonctionne. Parce que moi, dès que j'ai lu ça, je n'étais pas parti pour ça, mais quand je suis tombé là-dessus, je dis, ben voilà, tous les Français qui sont les derniers des athées, parce que la mode en France, c'est d'être athée, de croire à rien. Croire à rien, voilà, c'est ça. Alors, 20 siècles de civilisation pour arriver à ça, c'est extraordinaire. Enfin, bon. Mais là, je veux dire, le plan est expliqué, il fonctionne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je veux voir. Parce que moi, il ne faut pas me raconter des histoires, je veux aller voir. Ouais, par vous-même. Il faut que ça marche, il faut que ça tienne la route. Donc, comme j'étais dans le voyage, ça s'est passé au bout de. J'avais 33 ans, donc j'avais 15, je partais 17. 27, au bout d'une quinzaine d'années, j'ai trouvé ça. C'était fortuit. En Alaska, par moins 45, il faut aller le chercher. Et vous avez trouvé quoi Le plan Baha'i. Ah, le plan Baha'i. Mais moi, je cherchais pas ça, mais c'est venu à moi. Et donc après, j'ai continué à voyager pour voir si ça fonctionnait. Et ça marche. Et même en France, ça existe. Mais comme c'est pas des gens qui font du bruit, c'est des gens qui cherchent à se réformer eux-mêmes pour grimper sur les barricades avec des fusils. Ça, il y en a assez pour faire ça. Ils cherchent à devenir des hommes de paix pour pouvoir bâtir la paix. Et le but de Jacques Baha'i, c'est d'établir l'unité du genre humain. La Terre n'est qu'un seul pays, c'est déjà fait techniquement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas fait dans les esprits. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, l'élimination des distances a été si rapide que les mentalités des gens n'ont pas suivi la même vitesse. Et en fait, presque personne n'est adapté aujourd'hui au nouveau monde. Il n'y a qu'une espèce humaine, il n'y en a pas 36. Il n'y a même pas besoin de voyager pour s'assurer de ça. Il n'y a qu'une espèce humaine, moi j'en ai vu qu'une, ou alors je suis miro. Hein. Il n'y en a qu'une. Tous les gens ont un cœur et des sentiments. Et on vit tous, mais il n'y a pas d'exception entre deux pôles opposés communs, la joie et la peine. On est tous au milieu. Alors arrêtons de nous battre. Et on a un plan pratique. Je ne veux pas le détailler là, ce n'est pas le but, puisqu'on parle de voyage, mais ça n'a rien à voir avec nos magouilles politiques du moment, parce que si c'était ces chamailleries d'enfants et puis toutes ces batailles de chiffonniers que j'appelle, ça c'est ridicule. Ah, bon, on pourra peut-être en reparler Bon, en à tout la cas, fin. ça explique la deuxième partie de mon voyage où j'ai voulu voir ce que je n'avais pas vu et partager ce message qui concerne tous les hommes. Ok, bon, c'est une introduction hyper intéressante, hyper chargée, du coup ça me fait poser plein de questions. J'aurais dû prendre des notes pour être sûr de rien Ça oublier. fait, Donc du coup, ouais, moi déjà, le fait que vous soyez parti pour apprendre, etc., moi c'est aussi exactement ce que je partage dans mon livre. Le voyage, c'est pour apprendre, pour se découvrir, etc. Et c'est la meilleure université. C'est d'ailleurs... si on veut apprendre. C'est pour ça que j'ai ce podcast. Si on veut apprendre, parce qu'il y a des gars qui vont voyager, ils reviennent, ils sont plus racistes au retour qu'au départ. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appris? Parce qu'ils sont fermés de base. Je dis si on veut apprendre. Ou alors C'est imbattable si on veut apprendre. Moi, je donne un exemple là. J'ai fait l'école hôtelière à Paris avant de partir. Ça m'a pas plu, mais ça m'a bien servi par la suite. En 55, avant que je sorte, on a eu un cours comment découper un avocat
grand style pour les grands hôtels, un avocat. Alors la prof, à la fin, elle a dit, est-ce qu'il y a des questions? Toute la classe a levé la main. Oui, madame, qu'est-ce que c'est que votre question? Madame, c'est quoi un avocat? En 55, aucun Français ne savait ce qu'est un avocat, par les coloniaux qui rentraient. Hmm. Et donc, elle a essayé d'expliquer. C'est comme une poire, un vert un peu violet, avec un gros noyau au milieu. Enfin, les personnes arrivaient à imaginer ce qu'était l'avocat. Quand j'étais au Congo, je passais 2 ans au Congo, j'arrive au marché, il y avait une pile d'avocats. Mais en une fraction de seconde, j'ai pigé ce que c'était. Conclusion, mieux vaut voir une fois qu'entendre 100 fois. Ok. Ouais, ouais, hyper. Bah, ça, je partage complètement ça. Ben, Ok. oui, c'est imbattable. Et du coup, vous avez dit quelque chose dans l'introduction, c'était que chacun doit trouver son. Il y a 2 étapes, trouver son petit pointillé. Trouver Vous sa voie. trouvez sa voie, mais Chacun la sienne d'ailleurs. ouais, voilà. Et vous, votre voix, c'était à 17 ans, vous la connaissiez ou Non, non, c'était dans votre inconscient et vous non, l'avez. je connaissais pas ma voix, mais ce que je faisais, l'important dans la vie, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être bien droit dans ses bottes, bien dans ses baskets, comme on dit. C'est ça. Moi, je me suis toujours senti en accord avec moi-même, mais au début, je ne savais pas pourquoi. Ce que je faisais n'était pas banal. Changer de pays pour apprendre des langues, arriver dans un pays sans boulot, chercher tout de suite comme ça avec des sandwichs pour tenir 4 jours dans ma poche. Quand j'étais en Allemagne, Achtung, Kartoffel, pommes de terre cuites, tu comprenais, mais pas un mot. J'y allais comme ça. Donc, c'était pas banal, mais je savais que c'était juste. Jusqu'à ce qu'effectivement, je trouve cette réponse du plan mondial. Là. Et ça, cette réponse, vous l'avez dit, vous l'avez trouvée vers 27 ans. Non, j'avais 32 ans quand j'ai trouvé. 32, ok. Et donc vous, du coup, votre envie de voyager vraiment, c'était parce que vous avez dit, pendant la guerre, enfin, quand vous êtes parti à 17 ans, c'était quoi la volonté profonde? C'était d'apprendre, mais est-ce qu'il y a eu un déclic ou Non, c'était le fait vraiment de... Parce que j'imagine en 1955, il y a les billets d'avion, etc. C'était beaucoup plus compliqué. Vous, il n'y avait même pas des avions bah oui, c'est pour pratiquement. ça. Alors que maintenant, ça se fait facilement. Ma mère avait sa première bagnole. Ma mère. Ah, je me disais, bon, quand ils ont construit Orly, à côté d'ici, les gens, tous les dimanches, allaient en pèlerinage à Orly voir un aéroport. Alors, justement, je suis parti en Pour... 55. J'ose plus en parler aux jeunes parce qu'ils me prennent pour l'homme de Cro-Magnon. Je leur dis, les gars, on n'avait pas le téléphone à la maison. Oh, je dis, attends, Coco, il y a pire. On n'avait pas la télé. Ouais, la télé, c'est quoi? C'est dans les années 60. Comment vous faisiez? Le père du guide de routard n'était pas né. Bref, en 55, il n'y avait aucun renseignement et on ne voyageait pas parce qu'on reconstruisait encore le pays de la guerre. On ne pensait pas aller voyager. Puis il fallait un visa pour la Belgique, pour l'Angleterre, pour l'Italie, des visas pour toute l'Europe, déjà, et le reste. Donc, on ne parlait pas voyage. Les gens confondaient encore Irak, Iran, Tahiti, Haïti. Maintenant, Ouais, peut-être ça s'est encore un peu ça. amélioré. Donc, on ne voyageait pas. Mon père n'est pas un rond. Il était ce qu'on appelait à l'époque le minimum vital. C'est-à-dire le SMIC d'aujourd'hui. Alors, c'était minimum, mais pas vital. On était 3 frères. Et bon, il n'y a pas de rond à la maison. Donc, j'avais pas d'argent. Et donc, pas de renseignements, pas d'argent. J'avais cette envie de voir le monde. Ma marraine m'avait donné un bouquin à 12 ans Ok. sur les pays du monde avec des petits dessins, tout ça. Et ça m'avait tellement passionné que ça m'avait donné cette soif de connaître le monde. Mais la soif, c'est de connaître tout court. Pas seulement le monde, mais de connaître la vie, tout ça. Ça c'est bon. Hmm. Donc Donc, curiosité, quoi. je pensais pas que je pouvais le faire. Mais mon père n'est jamais sorti du jardin. C'était un paysan auvergnat exilé en région parisienne parce qu'il n'y avait plus de boulot dans la ferme. Il n'a jamais sorti. Il n'a jamais compris mes voyages, mon père. Jamais. Jamais, jamais. Ouais, on l'a pas partagé avec Et je ne lui ai vous. jamais raconté une histoire. Il n'avait pas l'oreille. Ma mère, par contre, était très différente. Elle avait un peu voyagé et malheureusement, elle est morte avant le stop. Sinon, j'aurais laissé une carte et j'aurais donné les détails de mon stop. Elle aurait tout tracé sur la carte et j'aurais trouvé la carte toute tracée en rentrant. Mais mon père, lui, quand je suis rentré au bout de 18 ans, il m'a dit: Ah, te voilà? Tu te crois malin de faire le tour du monde? Tu ferais mieux de travailler et de te marier comme tes frères. Voilà l'accueil. Faut pas dire qu'il m'a poussé au voyage. Et vous parlez, vous communiquez entre eux? Parce qu'il n'y avait même pas le téléphone. Vous avez dit comment vous faisiez pour garder le contact? Pardon?
Comment vous faisiez pour garder le contact Alors, pendant vos à voyages l'époque, on n'avait pas Il n'y a pas WhatsApp, il n'y avait pas les SMS. il faut pas dire des gros mots comme ça en 55. Non, on n'avait même pas le téléphone à la maison. Ouais, Donc le vous envoyiez téléphone, des cartes postales ou... c'était la gendarmerie, les médecins, c'était ça. Mais les maisons privées, pratiquement, il n'y avait pas de téléphone encore. Hmm. Et quand on demandait le téléphone, il fallait attendre 2-3 ans pour l'avoir. Waouh. On ne s'imagine pas ça. Et moi, j'ai un voisin, un jour, il a écrit au PTT, qui s'occupait des téléphones. Il a écrit: prière de mettre le téléphone sur ma tombe, je serais sûr de l'avoir. On ne peut plus imaginer ces années-là. Donc moi, je suis parti. Alors, ce qui m'a fait partir, c'est pas de me dire est-ce que la paix est possible. Tout ça, c'était inconscient. Euh, Moi, il y a eu des bombardements à côté d'ici pendant la guerre. Je passais une nuit debout sur mon lit à écouter les bombes tomber à côté. Il y a un avion qui s'est écrasé à 200 mètres derrière chez nous. Ah ouais, donc vous voyez, vous Non, non, entendiez, non, etc. on était à l'école, il y avait l'alerte, on allait se planquer dans la cave. Donc, c'est pas de la télé pour moi, ça. Bon. Et puis, les marchés étaient vides, tout ça. Euh, Vous bon. aviez moins de 8 ans, mais vous vous en rappelez quand même. Ah oui, je me rappelle très bien. Ouais. Ok. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'a fait partir, c'est après la guerre, donc en 46, par là, j'étais dans le métro avec ma mère à Paris, et j'ai entendu deux types parler, je comprenais pas ce qu'ils disaient. C'était des Américains. Et alors, je dis à ma mère: maman, qu'est-ce qu'ils parlent? Je comprends pas. Elle dit: ils parlent anglais, si on veut, mais enfin. Alors, là, bah, ma curiosité d'esprit, tout de suite, bah, je veux savoir l'anglais pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là. Hmm. Voilà, c'était un premier pas. Alors, en plus, je me suis retrouvé à l'école hôtelière que j'ai jamais aimée, et j'ai dit: bah, l'anglais, en plus, ça va servir pour ce travail-là. Et je voulais à tout prix aller apprendre l'anglais sur place. Mais il n'y avait pas tous les trucs d'échange d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune, il va passer le week-end à Londres. Normal. Il va fumer son joint à Amsterdam. Normal. Pas en 55. On n'allait pas à Londres comme ça, il fallait des visas, on n'y allait pas. Et puis, les joints à Amsterdam, non. Donc, c'est une époque, on peut pas l'imaginer. Donc, j'ai dit, je voulais à tout prix apprendre sur place, bien apprendre. Mais comme euh, ma chance, parce que je suis un chanceux, comme on dit au Québec. Sans la chance, je ne serais pas ici. Je serais mort depuis longtemps, avec tout ce qui m'est arrivé. Mais la chance a commencé dès le début. À l'école hôtelière, un jour, ils m'ont appelé, le directeur m'a appelé, il m'a dit: Monsieur Bourgeot, il dit, cette année, on inaugure un stage à l'étranger. Parce que l'école hôtelière, il y avait 3 années d'études, et chaque été, on faisait un stage de pratique. Première année en salle, serveur, deuxième année en cuisine, troisième année à la réception. Parce que le but, c'est de former des directeurs d'hôtel, en fait. Ouais, ouais. Bon. Et ils m'ont dit: on inaugure un stage à l'étranger. C'était la première fois que l'école Ah ouais. hôtelière de Paris le faisait. En 1955, ça. Oui. Et Ah il n'y ouais. avait que 3 écoles hôtelières, je signale. Il y en a une par village maintenant. Hmm. Mais alors, il n'y en avait que 3. Il faut voir, il faut se replacer. Alors, il m'a dit: est-ce que ça vous intéresse d'aller à l'étranger, en Écosse? Oh, oui, oui, marquez-moi. Il me dit: ah, mais c'est pas sûr. Je vous avertis. Parce que si ça marche pas, votre dernier stage qui va être au Claridge à Paris, à la réception, ça sera pas là, ça sera à éplucher des pommes de terre au fin fond de la Bretagne. Marquez-moi, parce que j'ai pas d'autre chance, je sais pas comment y aller à l'étranger. Mon père savait rien, pas d'argent. Alors marquez, ça a marché. Ma chance a fonctionné dès le départ. C'est pour ça que je suis parti avec 10 francs en poche, ça paraît gros, mais c'est la vérité, parce que j'avais un boulot qui m'attendait 1er juillet en Écosse, et deuxièmement, mon père, il était à la SNCF, il avait les billets gratuits, il m'a donné un billet gratuit, j'avais 10 balles pour acheter un café en passant à Londres, et voilà. Donc c'était vrai, c'est 10 francs. Ça paraît gros, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc là, j'ai donc travaillé pour apprendre l'anglais sur place. Et puis après, je ne pouvais plus rester pour des questions, je n'avais pas fait le service militaire. J'ai dit: je vais apprendre l'espagnol. Ok. Alors j'ai été plongé en Espagne, mais là, sans boulot, comme ça. J'avais 19 ans, et les genoux qui jouaient des castagnettes. Tellement j'avais peur. J'avais peur. Tout seul, 19 ans, on n'est pas. Parce que les jeunes sont beaucoup plus assurés aujourd'hui, ils voient tout à la télé, ils savent tout, mais pas en 55. On était vraiment naïfs à l'époque, des naïfs de chez naïfs. Et moi, aller en Espagne comme ça, enfin, je me suis plongé là-bas, c'était au temps de Franco en plus, la dictature. Dans le train, on ne me demandait pas mon ticket, on me demandait mon passeport. Ouais. Là, le gars, il tournait sa veste, police secrète qui brillait. Allez voir l'époque. Donc j'ai travaillé 1 an
En Espagne, Vous avez trouvé un job comme Alors, ça j'avais alors pas que de vous parliez boulot, même pas j'étais espagnol. comme ça. J'étais comme ça, sans Mais boulot. vous l'avez trouvé sur place. Ben oui, c'est ça que je devais Ouais, faire. ouais. Et j'avais choisi Cordoue, parce que je dis, ce sera au chaud, au moins, en Andalousie. Et à Cordoue, quand j'ai débarqué, je savais 2 mots, Buenos dias, bonjour. Et j'ai cherché l'hôtel le plus gros, l'hôtel de luxe. J'y étais, j'ai été me présenter. Ouais. Et ma chance à nouveau, le chef de la réception, c'était un Français qui a fait l'école hôtelière de Paris aussi. Quand je suis arrivé, il dit, tu tombes bien, on cherche un réceptionnaire. Ah ouais, donc il y avait déjà Il des... cherchait quelqu'un, j'arrive. Comme je parlais l'anglais, le français, puis bon, j'allais me faire l'espagnol, j'étais pris tout de suite. Alors là, j'ai Après, compris, vous avez provoqué la chance aussi, quoi. oui, mais j'ai aussi compris que la chance sourit aux audacieux. Voilà, c'est ça, ouais. Alors ça m'a donné aussi du courage pour la suite. Ensuite, à l'époque, il y avait le service militaire. Bien malheureux qu'il n'y en ait plus aujourd'hui. Ça Service militaire. c'était à Moi, quel j'ai âge? fait 34 mois de service militaire, pas payé. Vous pensez que ça serait pas bien, c'est bien de Oui, plus l'avoir aujourd'hui? il faudrait le remettre pour mettre quelques coups de pied au cul. Tous ces jeunes, au lieu d'aller brûler des trucs, ils prenaient des coups de pied au cul, il marchera ou pas. Ah oui, mais c'est ça la réalité. On les punit pas en plus, on Hmm. applaudit. On vit un monde à la tête en bas. Bon, moi je suis pas pour l'armée, parce que quand je passais, après j'ai filmé pendant le stop. Pour moi, j'ai pas pensé faire des conférences, ni écrire des livres d'ailleurs. D'ailleurs, en rentrant, je savais même pas que j'allais écrire des livres et faire des conférences. Tout s'est enchaîné malgré moi. Ouais, bah ouais. Les choses se sont enchaînées. J'ai suivi quelque chose qui m'a tiré vers l'avant. Hmm. Et quand j'avais ma ciné-conférence où je commentais moi-même au pied de l'écran, comme les fameuses connaissances du monde, là, j'ai passé mon film à des parachutistes à Draguignan. Et le colonel, il m'a cadré, il m'a fait, dis donc, toi là, t'es contre l'armée? Je sais pourquoi il dit ça. Ouais, tu parles de paix, tout ça, j'ai dit, c'est mon colonel, votre fameuse armée, là, j'aurais bien voulu qu'elle soit là en 40 et qu'elle arrête les boches. Je suis pas contre l'armée, moi. Je suis pour la paix, mais c'est pas mais j'aurais bien voulu qu'on ait une armée qui résiste. Donc, après, donc il y a eu 2 ans au Congo pour le service militaire. Pourquoi? Pour éviter la guerre d'Algérie. Hmm. Je n'ai pas une vocation de passoire, moi. Je ne veux pas la faire flinguer en Algérie. J'ai eu le pot de me faire envoyer au Congo, qui était encore à l'époque colonie française. Et j'ai quitté fin 59. Le lendemain que j'ai quitté, le pays est devenu indépendant. Les années d'indépendance de l'Afrique, c'est les années 60. 60, ouais. Donc moi, je partais un jour avant. Mais j'ai été un colonialiste. Les 2 dernières années de mon service militaire, j'ai été un colon. Hmm. Bon, j'ai pas fouetté les Africains, Pour autant. mais j'ai fait partie du truc. Donc, alors pour moi, bon, aller au Congo, moi qui voulais voyager, je me fais envoyer à Perpète là-bas. Ah, ça change de l'Espagne. Ah, c'est moi qui ai demandé parce que je voulais pas faire la guerre d'Algérie. Moi, je voulais aller à Tahiti, mais il n'y avait plus de place quand je suis arrivé en retard au service militaire parce que le train d'Espagne avait déraillé, alors je suis arrivé en retard. Hmm. Enfin, je me suis retrouvé au Congo. Et après, j'ai dit, je vais apprendre l'allemand. L'allemand, ouais, l'allemand. Alors, anglais, espagnol, je dis, bah, je vais apprendre l'allemand. Mais j'allais en Allemagne, je savais 5 mots, je n'ai pas fait du tout à l'école. Raus, Schnell, Papier, Kommandantur, Gestapo. Comment ça servait à rien, la guerre était finie. Ouais, bah ouais. Mais je voulais aussi, alors ça fait sourire les jeunes aujourd'hui, mais je voulais aussi connaître l'ennemi. Faut oublier que pendant 3 fois, on s'est fait tanner par les Allemands. Hmm, hmm. Bon, 2 guerres mondiales chez nous, et les Allemands à chaque fois. Donc, je voulais connaître l'ennemi. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne se rendent pas compte. De Ouais, Gaulle a fait la réconciliation, les mecs, ils vivent tranquilles. C'était pas comme ça après la guerre. Et il faut se remplacer. ouais, ouais, Des millions de morts encore. Il y a qu'à ce qu'ils ont fait. Donc, après, j'ai dit, bah, pourquoi pas l'italien? À chaque fois, vous parlez couramment Ah, je parlais rien. l'anglais. Non, mais l'anglais, l'espagnol et l'allemand, du coup, vous le parliez couramment à chaque fois à la Ah fin, oui, je au bout parlais comme de... le français. Ok, ouais. Je l'avais appris comme le français. Je lis les bouquins sans dictionnaire. J'apprenais sérieusement, c'est pas baragouiner. Il y en a, ils savent 4 mots d'anglais, ils disent, ah, ils speak English. Rien du tout, tu baragouines. Non, je parlais, je pouvais écrire. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas l'italien? En sans boulot, mais là, je commençais à être entraîné, là. J'étais sans boulot, j'ai trouvé une place. Enfin bon. Et l'italien, c'est très joli comme langue, le pays est magnifique, mais l'italien ne sert à rien pour voyager. Personne parle italien, Ouais, même eux, ils ouais, ouais. parlent des patois. Donc, alors après, j'ai dit, bah, pourquoi pas le russe? Alors, ouais. Ah, alors là, il y avait la fameuse
URSS, l'URSS, l'Union soviétique, qui se targuait d'être le pays des travailleurs. Mais ils m'ont refusé le visa. Ils ne voulaient pas un travailleur de plus. Alors, il faudrait être logique. Vous êtes le pays des travailleurs ou pas? Ils m'ont refusé le visa. Je suis furieux avec eux parce que j'étais 6 fois en URSS, 6 fois en Russie, 12 fois en tout. Et quand on ne parle pas la langue, c'est un handicap. Ouais, du coup, vous parlez C'est de pas leur de faute. Moi, je voulais l'apprendre, mais il n'y a pas eu moyen. Et après, je ne sais plus quoi faire. Je dis, qu'est-ce que j'apprends? Parce que c'est des langues Donc au majeures, début, ça. c'était vraiment apprendre les langues, les Ouais, je voulais premières années de apprendre des voyage. langues. C'est pas l'allemand, mais les autres sont. Les langues majeures pour voyager, il y a anglais, français, espagnol, russe. Et chinois, Chinois, il y a un seul pays qui était fermé pendant très longtemps, hein. On ne pouvait même pas rentrer. Mais un seul pays. ou l'arabe. Non, l'arabe, oui, l'arabe est très parlé, sauf que tous les pays arabes ont été colonisés par les Français et les Anglais. Alors quand on va dans ces pays-là qu'on passe, on n'a pas besoin de savoir à fond la langue. On Ouais, ils se parlent déjà. débrouiller, on va tomber sur un type qui parle anglais ou français. Donc ce n'est pas une nécessité l'arabe. Mais l'anglais d'abord, aujourd'hui, qui écrase tout, le français, l'espagnol et le russe, parce qu'il y a 15 pays qui parlent russe. Le reste, si on sait l'espagnol, on se débrouille dans les pays En portugais. portugais, au Brésil. Donc, c'est ça, les pays majeurs, les langues majeures. Donc, je sais plus quoi. J'avais 30 ans. Quoi faire? Je me suis dit, je vais refaire de l'anglais, parce que j'estimais que j'avais pas assez fait d'anglais en Écosse. Donc, je cherchais à aller aux États-Unis. Ben, eux, comme les Russes, ils m'ont pas donné de visa. Ils me demandaient si mon arrière-grand-père était communiste ou royaliste et des choses comme ça, et dormir debout. Enfin, c'est un paquet de malades, ce pays-là. J'ai pas pu avoir le visa pour les États-Unis pour travailler. Finalement, j'ai dit, bon, tant pis. Je suis parti au Canada. J'ai dit, tiens, il y a une partie du Canada qui parle anglais, la plus grosse partie d'ailleurs. Je vais aller dans le Canada anglais pour refaire de l'anglais. Et j'ai été sans boulot, pareil. Pareil, sans rien. Ouais, sans rien. Sauf que je commençais à être entraîné, là. Je tremblais pas dans mes bottes. Donc à chaque fois, vous allez dans l'hôtel de luxe de la ville ou Ouais, c'est en ça que j'ai fait. priorité. Ouais. Mais je tremblais plus dans mes bottes, là. Je suis arrivé à Toronto, j'ai été au Sheraton Hotel, j'aurais demandé une place, et que l'hôtel de Paris, je parle 5 langues, je t'ai pris tout de suite. À chaque fois avec des contrats, etc. Ah oui, oui, officiellement. Ouais. C'était simple, ok. Ouais. Sauf en Italie, j'ai travaillé, mais j'ai jamais eu de contrat, et ils ne me payent aucune retraite, ceux-là. Ouais, c'était au black, Ils quoi. m'ont payé en douce, jamais l'Italie, c'est l'Italie. Hein. L'Allemagne, la retraite est tombée tout de suite le premier jour. Mais l'Italie, j'étais même pas marqué. Le Canada, donc j'ai trouvé cette place. J'étais à la donner des clés, concierge. Et puis un Canadien qui me dit, Canadien anglais, il me dit, mais pourquoi tu fais ça, toi, tu donnes des clés là? Tu parles 5 langues? Mais pourquoi tu fais pas traducteur? Ouais. Alors moi, petit français de base, moyen. J'ai dit, mais ça va pas, et je sais même pas le bac. Et lui qui me fait, oh, ici, ça fait rien. Quoi? Ça fait rien? Parce qu'en France, comment ça marche? Il faut avoir des paquets de papier de peau d'âne, qu'on appelle. C'est ça qui engage le gars. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dirigé par des ânes. Parce qu'on leur demande des peaux d'âne. Donc on est dirigé par des ânes. Et qu'à voir comment on est dirigé. Des ânes. Il n'y a pas un truc qui marche droit. Bon. Donc il dit, ça fait rien. À ce moment-là, j'ai trouvé la plus grosse compagnie d'assurance vie du monde, la Prudentielle d'Amérique, qui cherchait un traducteur francophone. Je me suis présenté, on était 5. Alors ils m'ont demandé, vous avez fait quoi dans la vie? Et ben, je dis, j'ai étudié, j'ai le brevet. Alors le gars, il a calculé, et puis il dit, vous n'avez rien fait d'autre d'études? Je dis, bah, j'ai fait 3 ans d'école hôtelière. Là, il fait 9 et 3, 12. Bon, il dit, vous avez le minimum. Par contre, vous êtes intéressé aux langues, d'après ce que vous m'avez raconté, puisque ça fait 7 ans que vous faites des langues. Vous apprenez sur place. Je dis, oui, ça m'intéresse. Bon, traduisez ça. Ils m'ont donné ma chance. Traduisez ça, ils m'ont donné un dictionnaire. Les autres aussi, les 5. Direct, un test, quoi, sur place. Et ils ont gardé ma traduction à moi. Je ne connaissais rien. Life insurance, assurance vie, je ne savais même pas ce qu'était une assurance vie à l'époque. En tout cas, ils m'ont gardé. Alors, il faut dire qu'en Amérique du Nord, ils donnent la chance. La France ne la donne pas. En France, je vais être traducteur, ils ne m'auraient pas laissé passer la porte d'entrée. C'est pas le bac. Non, mais tu rigoles, qu'est-ce que tu vas faire là? C'est ça, en France. Ils ne regardent pas les capacités, ils regardent leur papier, là, leurs trucs comme ça.
Donc, ils vont donner ça. Mais par contre, si on ne fonctionne pas, en Amérique du Nord, au bout d'une semaine, 10 jours, on Ouais, est ils vous viré. virent. C'est le On modèle vire. anglo-saxon. C'est bien ça. C'est bien. En France, on ne peut pas virer même les mauvais. Les syndicats derrière. C'est pour ça que ça marche pas. On peut pas. Un gars qui fonctionne pas, ben, il faut le virer. Il n'est pas adapté. Il peut s'adapter autre part. Ouais, donner sa En tout chance cas. plus facilement et virer plus facilement. Alors, moi, j'ai fonctionné, puis après, ils forment. Bon. Ça fait 3 ans. Mais là, je me suis aperçu d'un truc au Canada que je ne savais pas. C'est que on paye plus au Canada, en Amérique du Nord qu'en Europe. Ou disons, on va parler fric là, la différence entre le coût de la vie et les salaires est plus large. Donc, on peut économiser plus vite. Ouais. J'ai découvert ça en arrivant. Je ne le savais pas. Et j'ai dit là, ah ben là, je peux économiser pour mon rêve qui était toujours derrière la tête de voir le monde. J'ai compris qu'enfin là, je pouvais économiser parce que jusqu'à date, je trouvais des boulots en arrivant. Je travaillais, mais comme je parlais pas la langue au début, j'étais exploité. C'est-à-dire, j'économisais pratiquement rien. Ouais, ouais. Je peux pas économiser. Tandis que là, au Canada, j'ai compris qu'enfin, j'avais pas de papier ni rien pour travailler, il faut dire. Ah, vous aviez pas de papier J'ai fait quand... 3 ans sans papier, moi. Je suis un Et sans-papier. vous faites comment maintenant, du coup, vous avez une retraite ou... Ah, ils me payent la retraite, oui, parce que j'étais inscrit sur les registres. D'abord, le Canada, c'est un pays sérieux. Ok. C'est pas l'Italie. Donc, non, non, ils me payent. Sauf qu'ils me pompent la moitié parce que je suis pas résident du Canada. Ils me donnent 80 € par mois de retraite, ils m'en pompent 40 parce que je suis pas résident au Canada. Ça perd de Mmh. rien, les mecs. Alors, il me reste 40 € par mois. Bon, enfin, c'est mieux que zéro. En tout cas, là, j'ai compris que, d'ailleurs, le coût du traducteur, aujourd'hui, je suis en train de traduire un 3e livre américain. Je viens d'en publier 2, là. Donc, ça a servi aussi. Parce qu'aujourd'hui, je bouge plus. J'ai plus de jus dans les pattes. Mais pour m'occuper, je traduis des livres anglais. Et des livres américains à vous ou non, d'autres auteurs que vous traduisez? Ça, c'est mon premier livre traduit. Donc Mais, c'est une... mais ok. c'est un livre américain au départ. Ça, c'est le français. Et vous les trouvez comment? C'est des auteurs qui vous contactent pour traduire leur livre, en fait. Ça, c'est parce que je reviens aux Baha'i, Ouais. chez les Baha'i, il n'y a pas de prêtre, il n'y a rien. Alors déjà, on n'a pas cette emmerde-là. Parce que ce qui met la pagaille dans les religions, c'est bien le clergé. Et le clergé, les mollahs, les curés, les rabbins, tout ce clique qui ont mis la pagaille là-dedans. Parce qu'ils ont voulu prendre le pouvoir, ils ont interprété à leur façon. C'est pas la religion, ça, c'est ce qui découle de la religion. Chez les Baha'i, pas de prêtre, pas de cérémonie, pas de clergé. Et pourquoi ça marche pas en France, les Baha'i? Parce qu'il est demandé à chacun de penser avec sa tête à lui. Mmh. Penser avec sa tête à soi. Pas beau, ça? Ah, ça demande un effort. Ah, voilà. Donc, les Baha'i, par contre, ils sont pas de chef, pas de clergé, mais ils sont très bien organisés puisqu'ils ont un plan pour établir la paix mondiale. Ils sont très bien organisés administrativement et ils traduisent des livres. Donc, ils m'ont demandé d'en traduire un, puis comme c'était bien fait, j'en ai traduit un deuxième, là je suis sur un troisième. Là, je traduis la vie de Lydia Zamenhof, qui est la fille du créateur de l'espéranto. C'est ce que c'est Ah, l'espéranto? l'espéranto, c'est une langue... La langue internationale. Ouais, ouais, C'est une langue qui est très facile à apprendre, ouais. qui, à mon avis, devrait être la langue internationale aussi. Ouais. Donc, je traduis la vie de cette fille-là, qui était juive et qui a fini à Auschwitz. Pas bon, ça. Mmh. Donc, là-dessus, ça me passionne. La traduction, c'est très difficile. Très dur, mais ça me passionne. Et vous le faites juste pour vous occuper? Oui, je le fais C'est pas, pas... je le fais même gratuit. Ouais, gratuit. Ouais. Ouais, je ne demande rien. Mais oui, ça m'occupe parce que moi, j'ai plus de jus dans les pattes, j'ai 86 ans. Je suis un vieux schnock, là. Et quand maintenant, je monte les escaliers le long de la barre. Ben, pas avant. Parce que Donc, mais je m'occupe. Donc, avec ça, c'est ça. Donc, au Canada, j'ai pu économiser. Et alors, pour mon tour du monde. Mais moi, je pensais faire un tour du monde classique. C'est-à-dire, je vais faire un tour d'Amérique du Sud, je vais chercher quelqu'un, et puis j'ai peur d'aller tout seul à 30 ans encore. Avec ce que j'avais fait déjà, j'avais encore peur d'y aller. Ah ouais, vous Je suis allez pas très encore... brave de nature, moi. Alors, je cherchais désespérément quelqu'un pour partir. Finalement, j'avais trouvé un Australien, à Toronto, au Canada. Avec sa Volkswagen, on l'avait arrangé avec une tente dessus. On avait des cordes, des extincteurs. On avait tout prévu bien parce qu'il voyageait un peu, lui. Et le jour où je quitte mon boulot, je vais le voir, j'ai dit, allez, on part. On avait décidé de partir. Il me fait, je pars plus. Ouais, j'ai dit, pourquoi tu pars plus? Ça fait des mois qu'on On se prépare, ouais. prépare.
Il dit, mon père est mort. Qu'il parte ou pas, ça va pas ramener le père. Mais bon. Alors, je me suis retrouvé comme ça. Je suis retourné au boulot. Je perds plus. Qu'est-ce qui t'arrive, André? Mon copain part pas. Je peux rester un peu travailler puis chercher autre chose. On n'a personne, reste. Ah, donc finalement, vous n'êtes pas parti non plus. Ils m'ont gardé, mais ils n'avaient personne. Ils m'avaient pas remplacé en un jour. Ouais. Donc, finalement, je cherchais comment partir. Je cherchais quelqu'un pour partir, j'avais encore peur. Ouais. Et un jour, je regarde le journal, le Toronto Daily Mail. Deux Canadiens anglais qui cherchaient un troisième pour amortir les frais, qui partaient faire le tour de l'Amérique du Sud dans un taxi londonien. Les trucs carrés, on met les valises de côté. Là. Ah ouais. Téléphone dedans et tout. Ça, ils en avaient ramené un au Canada. Ouais. Le Canada anglais, le Canada, ça fricote. Ouais. Alors, ils avaient prévu partir avec leur truc. Alors, ils cherchaient quelqu'un, j'ai téléphoné. Je leur ai dit, vous partez avec votre taxi londonien en Amérique du Sud? Oui, yes. J'ai dit, vous irez pas loin. Why? Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas, parce que c'était des niaiseux de première. Il fallait un passeport aussi, il faut un carnet ATA pour les voitures. Quand on se déplace en voiture, à l'étranger, il faut qu'il y ait un carnet pour la voiture, c'est-à-dire que si on ne ramène pas la voiture, on verse de l'argent reste. On ne peut plus le récupérer parce qu'on n'a pas ramené la voiture. Et l'Amérique du Sud, chaque pays d'Amérique du Sud et du centre demandait ce carnet ATA, il tamponnait l'entrée et la sortie de la voiture. Si la voiture n'était pas ramenée, l'argent de la banque est envoyé au pays. Enfin, bon. Ils ne savaient même pas que ça existait, ça. Parce que le matin, j'étais passé pour chercher des gens qui partaient, j'étais parti au club du tourisme. Puis j'avais vu personne de marqué qui partait. Alors je savais qu'ils n'avaient pas fait la demande. Ouais. Alors ils ont fait la demande. Une semaine après, on est parti. Et je suis parti avec ces deux Canadiens dans le taxi. Ils avaient tout prévu pour deux. Une planche à l'arrière, à mi-hauteur pour deux, avec 2 matelas de mousse. Et moi, j'étais entre les 2 matelas de mousse, j'étais sur la planche. Il y avait 2 sièges, et moi, j'étais sur le moteur. Ça commençait fort. Enfin, je partais. Mais on ne s'entendait pas avec les Canadiens anglais. On s'entendait. Ça a marché tant qu'on était au Canada anglais et aux États-Unis. Dès qu'on est arrivé au Mexique, moi, j'ai commencé à revivre. D'abord, c'était des latins, ça parlait espagnol, je parlais espagnol. Eux, ils sortaient plus du taxi, ils buvaient de la bière assis dans le taxi. Ouais. Parce qu'ils considéraient les Mexicains comme... Ça parle pas anglais, c'est la merde, quoi. Ça pourrait être correct. C'est ça qu'ils pensent. Alors, mais moi, je commençais à revivre. On s'entendait pas. Mais eux, ils n'avaient même pas de plan pour l'Amérique du Sud. Ils n'avaient aucune idée. Moi, j'avais préparé tout un plan. Je voulais voir le carnaval à Rio. Alors, j'aurais expliqué mon plan, le dessin et tout. J'ai dit, on peut descendre. Ce que je veux, c'est pas rater le carnaval de Rio. Il me dit, c'est quoi le carnaval de Rio? J'avais entendu parler. Non, mais je tombais des nues, là. Alors, finalement, on a réussi à aller au carnaval de Rio. Et là, on s'est séparés. Parce que c'était intenable. Okay. Intenable. Et quand ils sont partis, j'étais soulagé. Je me suis retrouvé avec tout seul, du coup. Mes affaires à Buenos Aires. Ils se sont taillés. Ouf, j'étais tout seul. Les choses se sont... Je ne savais même pas que j'allais faire le tour du monde en stop. Je ne savais pas. Et là, alors, c'est là où le destin... Moi, c'est un destin qui s'est joué dans ma vie. Ça te paraît gros, ce mot-là. C'est ça, un destin. J'ai obéi à un destin. Et là, je tombe sur... Alors, je me retrouve à 5 heures du matin, viré du taxi, avec mes affaires autour de moi. Où je vais? Je vais retourner chez les gens chez qui je dormais. J'arrive, qu'est-ce que tu fais là, André? T'es pas parti? Non, ils m'ont foutu dehors. Je dis, est-ce que je peux rester quelques jours chez vous, le temps que je me retourne, et puis je vais continuer? Non, pas de problème, rentre. Et là, c'est comme le coup de l'école hôtelière, le directeur qui m'appelle. Là, il y avait une dame qui était... Elle me dit, tu veux voyager? Est-ce que ça t'intéresse d'aller en avion stop en terre de feu, depuis Buenos Aires? En terre de feu, c'est... C'est la pointe de l'Amérique du Sud. Ah, la terre de feu. La Patagonie? Ah, voilà, la Patagonie, c'est le sud de l'Amérique, de l'Argentine. Mais après, il y a une île qui s'appelle la Terre de Feu, qui est divisée entre les Chiliens et l'Argentine. Ça, c'est la Terre de Feu. Et au-dessus, c'est la Patagonie. Bon. Alors, il me dit, si tu veux, je peux t'envoyer en avion, avec un avion militaire gratuit en Terre de Feu. Wow. Je dis, vous pouvez redire? Et je dis, oui, d'accord. Il dit, parce qu'elle, c'était un régime militaire à l'époque. Et elle ne pouvait pas saquer les militaires. Elle dit, je vais leur retirer un billet gratuit pour toi. Elle a réussi à avoir un billet gratos et me voilà partie en Terre de Feu. Mais le rêve.
Mais je le Wow. rêvais. Et là, je suis logé, j'ai réussi à me faire loger chez l'amiral. De l'avion, quoi. L'amiral des bateaux, là. Des bateaux, ouais. Ouais. Parce que c'est un port, j'étais à Ushuaia, le fameux Ah, Ushuaia. Ushuaia, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est là-bas. Ushuaia, c'est le port de la Terre de Feu. Oui, c'est le port. Ok, ouais. Nicolas Hulot, Ushuaia, là. Ouais. Les parfums, maintenant, Ushuaia. Et donc, c'était pas le Ushuaia d'aujourd'hui, il n'y a pas de piste d'atterrissage, c'est sur le gravier. Il n'y avait que des cabanes de bois. Il faut voir maintenant les tours et tout. Je ne veux même pas aller voir. En tout cas, j'arrive là-bas. Et là, l'amiral, il dit, tu vois, dans le port, il y a un seul bateau. Il dit, si tu veux, ce bateau-là, je peux te mettre dessus gratuit et puis je peux t'emmener au Chili. À Punta Arenas, comment ça s'appelle au Chili? Punta Arena. Non, Punta Arenas, c'est la ville argentine. Et le Chili, c'était, j'oublie le nom maintenant. Santiago. Enfin, là, Santiago de Chili. il y a le détroit de Magellan. Ouais. Bon, le port chilien. Ah ben, je dis oui. Et me voilà. Alors, je commence. Avion stop, bateau stop. Vous êtes resté combien de jours, du coup, sur la Terre de Feu? Oh, je suis resté une semaine. Et vous faites quoi quand vous Je êtes me là-bas, du coup, baladais, mais la journée, c'est quoi les l'amiral me journées? passait une Jeep avec un chauffeur pour me balader. Ok. Donc vous Ah ouais, découvrez voilà, super. Ça commençait fort. Les choses s'enchaînaient parce que j'étais dans mon truc. Et là, je monte sur le bateau et je tombe sur un Mexicain et une Américaine que j'avais vu se balader dans les rues, qui voyageaient avec sac à dos un peu comme moi en stop, tout ça. Je voyais bien, je dis tiens, ils font comme moi ceux-là. Et on s'est retrouvés sur le bateau. Alors on a discuté, on a sympathisé à mort. Et après, ben, quand on a débarqué au Chili, on a fait du stop en Patagonie, justement. Mais c'était en plein hiver. Enfin bon, Ouais, donc on a fait ça. Et après, on a continué jusqu'au Pérou. Donc là, on a fait du stop. avec eux toujours. Ouais. Et après, l'Américaine est parti étudier aux États-Unis, le Chilien est reparti, le Mexicain est reparti au Mexique étudier. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Et à partir de ce moment-là, j'étais seul. Pour la première fois, là, plus ou Oui, moins. Ok. j'avais plus les Canadiens, j'avais plus les deux autres. Là, j'étais seul. Et ça a duré, ce que je savais pas, c'est que ça allait durer 6 ans. Parce que ça, alors, oui, la Patagonie, comme on avait fait avec le Mexicain et l'Américaine, on n'a fait que du stop, on mangeait n'importe où. Les gauchos, ils faisaient cuire les moutons, ils les jetaient le reste aux chiens, alors envoyés par là. Enfin, tout ça, bon, au bout d'un mois, je calcule ce que j'ai dépensé en Patagonie à l'époque. Un mois, 30 dollars. Quoi? 1 dollar par jour, j'ai 30 dépensé. dollars en Patagonie? Parce que, ouais, En un mois. pourtant, c'est assez cher Non, en pour un mois. maintenant. Ouais, c'est rien. Mais pour manger, dormir, se déplacer, c'est rien. 1 dollar. Alors là, je me suis dit, mais attends, Coco, si tu maintiens le dollar par jour de dépenses avec tes économies, le monde entier t'appartient. Et ça marche. Les économies, Alors j'ai c'était dit, il faut que je me tienne au dollar par jour. C'est-à-dire, pas dormir à l'hôtel, pas manger dans les restaurants et le stop. Et vous faisiez comment toutes vos économies? Vous les aviez sur vous? Vous aviez un Non, compte bancaire avec une carte. pas de carte. Allez, arrêtez les gros mots là. C'était comment du coup? Une carte. Quelle carte? Les cartes bleues là? Il n'y a même pas ça n'existait pas ça. Alors justement, comme ça n'existait pas, il ne faut pas emmener que du liquide sur soi parce qu'on se fait piquer le liquide, il n'y a plus de Bah oui, voyage. ouais. Alors moi d'abord, il y avait ce qu'on appelait des chèques de voyage à l'époque, traveler's check. C'est-à-dire qu'on avait par exemple un chèque, disons 100 dollars, qui était signé en haut. On allait dans les banques du monde entier, on signait en bas. Et si la signée était la même, la banque donnait 100 dollars. Wow. Ok. Alors, donc ça c'était la sécurité. Mais moi j'avais une sécurité, je vois pas les autres faire ça. Je vois les gars qui voyagent, les touristes, ils ont un truc autour du cou, une banane ici, tout ça. C'est-à-dire qu'ils invitent les voleurs à leur tailler la truc et se barrer avec. Moi, sur moi, on voyait pas que j'avais quelque Ouais, chose. rien pour. Parce que dans ma chemise, quand je voyageais, le stop, j'avais une chemise à manches longues et une chemise à manches courtes, c'est tout. Les deux avaient dedans une petite poche interne cousue à l'intérieur de la format du passeport. Parce que ce qu'il faut pas perdre quand on voyage, c'est le passeport et le fric. Ça, on peut perdre son slip, ses pyjamas, tout, mais pas le passeport ni le fric. Donc, le passeport sur moi qu'on voyait pas, et j'avais un short, un pantalon long, c'est tout, j'avais pas d'autre change. Sur le short comme sur le pantalon long, j'avais une petite poche cousue là, sur le ventre, à l'intérieur, de la grandeur des chèques de voyage, qui était la grandeur d'une carte d'aujourd'hui.
Et là, c'est impossible de prendre. Parce que le gars qui met la main dans mon froc devant, d'abord, il faut qu'il rentre la main, et où tu vas. Ouais, il le sent pas, quoi. Donc, j'ai jamais été volé. Parce que, enfin, j'ai été volé, une fois, je faisais sécher des billets dans la gendarmerie, ils m'ont piqué mon fric, les gendarmes. Enfin, pas sur moi. Ouais. Donc, parce que c'était planqué. Parce que quand on perd l'argent, c'est dans un marché, quand on l'a dans la poche, le gars il met la main dans la poche, des trucs comme ça, quoi. Mais moi où c'était, je pouvais me bagarrer et tout, ça peut pas se décrocher l'argent et le passeport. Donc, on avait des chèques de voyage, alors j'avais un tout petit peu de liquide pour payer, quoi. Le liquide, mon truc de 100 au début, j'avais même une feuille où l'argent que j'avais, mes économies étaient marquées. Et j'allais dans les banques et je leur faisais retirer de l'argent de cette somme-là, mais c'était trop compliqué. Alors après, j'ai pris ces chèques de voyage. Ok. Donc, et voilà comment je voyageais. Alors, le 100 $, je le faisais diviser en 10 $ pour pas changer 100 $ d'un coup dans la monnaie. Puis il y avait le marché noir, il y avait tout ça. Il y avait Newsweek et le Time Magazine. Ils donnaient le prix du marché noir chaque semaine. C'était pas marqué un marché noir. Ouais, non, mais... Il y avait marqué marché parallèle. Mais il fallait faire gaffe parce que même au marché noir, on pouvait se faire truander. Ouais. Il fallait connaître le taux du marché noir aussi. Par exemple, en Russie, à la banque, si j'allais qu'un dollar, ils me donnaient 1 rouble. Dans la rue, ils me donnaient 6 roubles. Ouais. Oh bah, ça change la vie, là. Bah ouais, c'est Sauf qu'il y dingue. avait des provocateurs, on pouvait se faire envoyer au goulag. Ah oui, c'était risqué, quoi. Euh, Ouais, puis c'est de l'argent Mais blanchi, bah, en des fois, fait. je suis ressorti, j'avais plus d'argent qu'à l'entrée avec les histoires de marché noir. Ah, ça Ouais, c'était traficotait. le blanchiment d'argent, quoi. Ouais, enfin bon, donc là, j'ai compris que si je maintenais mon dollar par jour, je voyais le monde, je pouvais voir le monde entier. Mais vous avez l'impression Mais j'avais pas de guide de routard, j'avais vous rien. restreindre Non, pour le c'est faire la ou... liberté totale. Mais la liberté. Le soir, m'emmerder à chercher un hôtel. Mais je m'emmerdais pas, j'en avais pas à chercher. Mais c'est ça la liberté. Pas besoin de chercher un restaurant. Mais non. Bah ouais, mais il faut aller chercher quand même, du coup, des... Alors, bien entendu, j'avais pas de tente. Ouais. Ça sert à rien la tente quand on bouge. C'est lourd à porter. À l'époque, il y avait des sacs à dos. On mettait le sac à dos vide sur le dos, on tombait à la renverse, tellement c'était lourd. Maintenant, c'est des trucs en nylon qui pèsent rien. Il faut voir le matos. Maintenant, on a des duvets. Ouais. Gros comme ça, on peut dormir par moins 30 degrés dehors dans la neige. Maintenant, mais à l'époque, moi j'avais le duvet le moins cher du supermarché, je me caillais même par 5 degrés. Je n'étais pas équipé du tout, pas équipé. Alors, le soir, au début j'avais la trouille, parce qu'à 3 heures de l'après-midi, je commençais à trembler où je vais dormir. Puis je me suis aperçu qu'à 9-10 heures du soir, j'étais pas au même endroit qu'à 3 heures. Je me suis dit, arrête de paniquer, attends 10 heures pour paniquer, parce que tu n'es pas au même endroit. Mais très vite, bon, je suis peut-être débrouille aussi, je trouvais des coins pour dormir, c'est pas automatique. Mais c'est facile de cacher un corps humain, c'est pas gros un corps humain. Mais du coup, pas chez l'habitant, dans la Non, rue ou dans des... je fais pas de la télé, j'ai pas été emmerder les gens comme je vois les émissions aujourd'hui, là. J'irai dormir chez vous. Lui, je sais pas s'il ressort, c'est Maximi, là. Et puis nu et culotté, des trucs comme ça. Il faut embêter les gens. En plus, nu et culotté, moi je voudrais bien voir les ailettes sur l'écran. Nu. Bah, montrez-les nus, on les voit pas nus. Alors, elle est fausse l'émission. Non, moi, j'ai pas été frappé aux portes. J'estime que je dois être indépendant. Si moi, je mange des clopinettes, ça me regarde. Si moi, je couche sur un parquet dur, ça me regarde. Voilà, j'ai pas été frappé aux portes. C'était question de dignité. Maintenant, dans le jeu du voyage, bien sûr, on fait ça, les gens, on parle, alors les gens ceux qui peuvent pas voyager, souvent pour voyager, comment ils font, c'est d'inviter un gars qui voyage pour qu'il raconte. Mais c'est pas moi qui allais leur demander, leur dire, je peux venir bouffer chez vous, là. Mais dans le jeu du voyage, on parlait, oh, t'as fait tout ça, attends, j'ai des enfants, viens, raconte ça à la maison. Je disais pas non. Ouais, ok. Dans ce sens-là. Et puis, il y a des, il y a des, enfin, Ouais, mais faut avoir l'œil ouvert. vous Par deviez exemple, avoir... je fais du stop, le gars, il y a eu un orage. Les branches sont tombées. Il me dit, tu veux me donner un coup de main à ramasser mes branches? Bah oui, monsieur. Il me file un poulet. Bah, je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit je veux un poulet. J'ai rien dit, je lui ai donné un coup de main. Il m'a dit, attends, je vais te donner quelque chose. Ouais. C'est comme ça, donc il faut avoir l'esprit ouvert. Moi, je dis que pour bien voyager, ça va plus loin. Il faut voyager, ça peut faire sourire,
le cœur ouvert. Parce que si on va dans un pays en conquérant, on va se faire tirer dessus. Si on y va en touriste, on va se faire plumer. C'est bien fait. Si on y va en ami, on a des chances d'être reçu en ami. Donc le voyage ne dépend pas des gens, ça dépend du voyageur. Et la beauté du voyage, la beauté des choses est dans l'œil du voyageur. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Mais ça, c'est pas que dans le voyage, c'est dans la vraie vie aussi, quoi. hein? C'est pas que dans le voyage, c'est même dans la vraie vie, pareil. Oui, oui, par extension. Ouais, ouais, par extension. Mais le voyage, c'est exacerbé parce qu'on n'est plus chez soi, donc Ouais, il faut. oui. Mais exactement. Il y a Gilles Vigneault, là, le chanteur québécois qui est un peu oublié en France maintenant. Il chantait Il faut dormir le cœur ouvert. Je l'ai jamais rencontré, mais si un jour je le vois, je lui dirai écoute, ta chanson est bête. Il faut dormir le cœur ouvert. Quand tu dors, tu n'es pas conscient qu'il soit ouvert ou fermé, ça sert à rien. Mais je dis, par contre, il faut vivre le cœur ouvert, voyager le cœur ouvert. Parce que si on aime les gens, ils vont répondre. Ils vont répondre. Donc tout est là. La qualité du voyage dépend de l'attitude du voyageur. Moi, j'ai pas eu d'histoire, j'ai jamais pensé que j'étais supérieur à un négro. Ouais. Ben oui, non, mais pour être court, ça. Donc, c'est mon frère, bon, voilà, il est là, et lui aussi, il a ses soucis, ses problèmes, tout ça. Mais il y a des gens merveilleux partout. Merveilleux partout. C'est ça. Alors, quand je dis ça dans une conférence, il y a des gens merveilleux partout. Il y a toujours un pour dire, même si il y a des cons partout. Ben, je dis c'est implicite, mais prenons le côté positif. Mais en général, la majorité des gens est prête à donner un petit coup de main. Ils sont prêts à aider les gens quand ils voient ce qu'on fait. Et puis quand on fait le stop, il faut être bien clair. Il y en a, ils se mettent n'importe où pour faire un accident de trafic. Parce que monsieur veut son truc, alors il se met là, il regarde même pas si... Non, non. Moi, je regardais, il y a un point stratégique. Il fallait que d'abord, à la sortie de la ville, que les bagnoles partent pas. Ensuite, il fallait qu'il y ait la place pour la voiture pour s'arrêter de côté, se sortir du trafic. S'il n'y avait pas ça, je ne me mettais pas à faire du stop. Bon, je ne veux pas faire des accidents. Il fallait un endroit où il ne soit pas à 150 à l'heure. Parce que le gars, même s'il veut se prendre, il ne va pas freiner. Alors, Ouais. donc, il y a des petites conditions comme ça. Il y avait le point stratégique. Vous avez une pancarte ou le pouce? Non. Une pancarte avec la destination. Non, jamais eu de pancarte, sauf en Israël. Parce que les distances sont tellement courtes que j'écrivais pour distinguer. Mais je faisais pas la... Ah ouais, sinon jamais. Moi, je faisais le stop classique. Je sortais mon pouce et j'attendais. Ok. C'est tout. Mais dans un coin, un endroit propice. Je faisais pas du stop la nuit. Parce que déjà, le jour, ils ont peur, les gens. Alors la nuit, il faut la trouille. Quand il pleuvait, je ne sais pas, parce que le gars, il est mouillé. Il va mouiller mon banc. Ils se disent pas, le pauvre, il se mouille. Je vais le faire rentrer. C'est la mentalité, c'est il est mouillé, il va mouiller ma voiture. Alors si on est blessé, qu'on saigne, c'est pire, ça va tacher la voiture. Ah non, mais il faut comprendre tous les trucs. Mais bon, moi, je faisais ça décontracté, j'étais au bord de la route, heureux, et je me disais, tiens, il y a un gars qui est en train de se lever, il se rase en ce moment, il ne sait pas qui va me prendre. Ça, moi, je faisais ça tranquille, quoi. Le visualiser. Et puis, quand on ne me prenait pas, bon, ben, celui qui s'arrêtait, c'était un ami. Ouais. J'avais cette mentalité-là. Parce que j'ai vu un gars, par exemple, il faisait du stop, la bagnole passe, puis lui, ouais, sale con, il s'est pas arrêté. Je vais le voir, j'ai dit, pourquoi tu fais ça, toi? Ben, ce con, il s'est pas arrêté. J'ai dit, mais pour un con comme toi, je m'arrêterai pas non plus. J'ai dit, toi, tu me fous la baraque en l'air. Moi, je fais du stop autour du monde, ça marche. Tu crois que tu vas inciter ce type-là que tu as insulté à s'arrêter la prochaine fois? D'abord, il s'est pas arrêté, peut-être qu'il n'y avait pas de place, peut-être qu'il était pressé. Ouais, bah oui. Alors, et puis pour toi, ça arrêtait pour toi. Moi, le gars qui s'arrêtait, c'était un ami qui ouvrait sa porte. C'est tout. S'il s'arrêtait pas, jamais j'ai fait un geste ni rien. Et c'est quoi les plus longues fois que vous ayez attendu? Les fois où vous avez j'ai attendu? 3 jours. Une fois 3 jours sur un même endroit? Ouais, sans bouger. Mais ouais, c'était ça. Ou on me prenait ou je partais pas. Ah ouais. Le principe. Donc, 3 jours. Alors, j'en vois, ils font du stop 1 heure. Ouais, ça marche pas. 1 heure. 3 jours, ouais. Le plus dur quand on fait du stop, en fait, c'est les 2 tiers de la terre, c'est pas de la terre, c'est de l'eau. Donc, il y en a un qui marche sur l'eau, mais c'est pas moi. Donc, j'ai dû faire du bateau stop, avion stop, voilier stop. Traverser la mer gratuit, c'est ça qui est le plus dur. Ouais, je l'ai fait moi, 3 fois aussi, au Cap-Vert. Avec un voilier? Avec un voilier, ouais. Voilà. C'est des Français qui m'ont pris, mais pareil. Oui, mais il faut le trouver, quoi. Ouais. L'avion stop, c'est pareil. Il ne s'agit pas d'aller devant
en bout d'une piste de Charles de Gaulle. Mais avion stop, ça doit plus être possible maintenant aussi. Vous L'avion pensez que stop, c'est possible aujourd'hui? hein, C'est possible aujourd'hui l'avion stop? ça a toujours été, bah, depuis qu'il y a des avions. Ouais, mais maintenant, comment on pourrait faire? Non, mais il faut pas aller en bout de piste à Orly. Ouais. La piste tendue, c'est dangereux puis c'est interdit. Non, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a beaucoup d'avions privés. Ouais. Alors, un avion privé, c'est comme une voiture privée. Il s'agit d'aller au bar ou à la météo de l'aéroport. Parce que tous les avions privés doivent passer à la météo pour savoir. Pas les grands trucs comme Orly ou De Gaulle, là, on Mais ne peut pas là. les aérodromes privés comme à Mais Vélizy, par les exemple? petits aéroports, on va s'asseoir, on va à la météo, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui part? On demande. Ou alors au bar, parce que le gars, avant de partir, le pilote, il va se taper un whisky. Alors on voit, ah, monsieur, vous allez où? Ouais, je fais le tour du monde en stop, pour m'emmener. Alors il dit oui, non, il peut dire que oui ou non. Ouais. Donc j'ai fait plusieurs fois de l'avion stop, ouais. Il y en a qui ont dit oui, et Cargo stop, oui, bah oui. il y en a qui ont dit non, et vous avez réussi à les faire changer d'avis? Non, je cherchais pas qu'on. Vous avez jamais essayé, ouais. Non, non, c'est pas du marchandage. Ok. On était libre. J'ai dit, monsieur, je fais ça, je lui ai expliqué ce que je faisais, ben, est-ce que vous pouvez m'emmener? Alors regardez, bah oui, tiens, j'ai une place, monte. Si vous dites, ouais, vous êtes libre, la liberté, du coup, c'est quoi la liberté pour vous, le sens profond de la liberté? Bah, la liberté, c'est, je dirais, c'est Une question difficile. pouvoir, pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire, c'est ça la liberté. Ouais. Mais il y a aussi les avions cargo qui me prenaient des fois. Les petits avions. Mais les avions cargo, ça arrive aussi. Alors, mais c'est comme les gars Mais, qui, ouais. en bagnole, le gars il s'arrête, le camion, je peux pas te prendre. Alors, l'excuse, c'est un contrat. Et ils ont toujours une excuse. Mais c'est pas la même, mais bon. Mais moi, je discutais pas. J'ai jamais discuté. Ok. Et les taxis qui s'arrêtaient, je dis non, je paye pas, moi, je fais du stop. Mais monte. Je dis non, je dis je paye pas. Je disais toujours au chauffeur, je paye pas. Je fais du stop. Je voulais pas une bagarre en descendant. Parce que ça arrive, ça. Ouais, ouais, ouais. Si, On si la monte, le personne s'y gars. attend pas sur un malentendu. Ouais, Ouais. donc, moi, j'étais clair. Je fais du stop. Hein. Ouais, 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 j'ai bien compris. Monte. C'est ça. Mais je discutais pas si le gars, il voulait pas s'arrêter. Ou... Enfin, il voulait pas me prendre. Comment, parce que attendre 3 jours des fois, comment vous faisiez pour, faut être patient, quoi. Enfin, Ben, comment vous le temps, temps vous l'observiez, on va dire, j'ai le temps de voir le paysage. le temps de voir le temps. Je jouais aux boules. Je prenais des cailloux, je jouais aux boules. Et puis des fois, j'avais un bouquin. Il m'arrivait d'avoir un bouquin, je bouquinais. Et puis il y a des panneaux, par exemple. Il y a des gars qui écrivaient derrière les panneaux. Ça s'arrête pas. Ou va prendre le bus ou des choses comme ça. Ils écrivaient, les gars. Alors, moi, je dessinais, moi, j'écrivais ici est passé le roi du stop. J'attendais. Ouais. Mais j'avais rien d'autre à faire. De toute façon, que je parte pas demain ou après-demain, c'était pas grave. Rien m'attendait. Qui m'attendait? Mais c'est ça que j'allais demander, ouais. Est-ce que, enfin, comment vous faisiez aussi pour gérer la solitude, justement? Parce que, ouais, vous échangez pas forcément, du coup, avec votre famille en France en plus. Il y avait pas, comme on vient de dire, il n'y avait pas les SMS ni rien, et puis vous voyagez seul, donc comment Oui, vous étiez en introspection là, la solitude. Bah, prenons à Paris, par exemple, il y a des millions de gens. Des millions tassés au même endroit. Combien de gens se sentent seuls? Donc, c'est pas le fait d'être entouré, c'est le fait de. Moi, j'ai pas senti la solitude parce que le style du voyage, je rencontrais toujours des gens nouveaux. Fallait que je rencontre. Mais si j'allais dans un marché acheter quelque chose à manger, comme j'allais pas au restaurant, en général, c'était 10 fois moins cher et puis c'était 10 fois meilleur. Bon. Mais je parlais, moi j'aime parler, donc je discute. Si je pouvais, la langue, sinon les signes, enfin, il faut être ouvert, quoi. Donc, j'ai pas senti la solitude. J'ai pas souffert de jamais solitude, souffert de plus solitude. que. Non, j'ai pas souffert de solitude. Maintenant, alors il y a les nanas aussi. Bon, euh, en parlant de ça, là, ça me rappelle une histoire. À la fin de mon tour du monde en stop, au bout de 6 ans que je faisais ça, j'étais en Finlande, j'étais pas loin de la France, j'étais sur le retour, là. Ouais. Je me lève de très bonne heure. J'ai dit, je vais être le premier en sortie de ville pour partir d'abord. Parce que les années où j'ai fait le stop, il faut se resituer historiquement. Il y a eu les beatniks, les hippies, mai 68, et ce qu'on appelait les chemins de Katmandou. Toute une jeunesse qui partait de Au l'Europe, Népal. les chemins de Katmandou. Il y avait un bouquin qui avait fait fureur là-dessus. Paolo Coelho. Hein? Paolo Coelho.
Non, 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 c'était avant. Ah, ok. Quand on n'en parlait pas encore. Non, non, non. Lui, il a philosophé un peu, mais non, non. Les chemins de Katmandou, c'est toute une jeunesse qui partait d'Europe. Il y a eu mai 68, il y a eu un bouleversement, tout ça. Et comment trouver du boulot facilement? Le temps de Gaulle. Le temps de Gaulle, c'était géré l'affaire. Il y avait du boulot, on n'avait pas des dettes, on avait un surplus d'argent. Et il y en a qui le critiquaient en plus. Faut faire, faut faire. Ouais. Mais non, il y avait tellement de monde sur la route dans ces années des chemins de Katmandou. Parce qu'ils allaient à Katmandou, la plupart, c'est pour fumer des joints pas chers. Euh, je faisais la queue pour faire du stop des fois, tellement il y avait de monde. Il fallait faire la queue pour faire du stop à la fin. Pas beau ça? Ah ouais. Mais donc, j'étais en Finlande, je me mets le premier, et à 6 heures du soir, j'étais toujours là, je n'étais pas parti. Il y a une fille qui arrive, une Espagnole avec son sac à dos. Il y avait une dizaine de gars qui attendaient derrière moi. Tous les 10 mètres, il y en avait un. Ils attendaient, comme moi. Mais moi, j'étais le premier à attendre. Et je vois cette fille qui arrive. Ah, parce qu'une fille, ça part d'abord. C'est quoi, ça parle? Ah oui. Elle part toujours, les prend en premier. Ça, alors là, j'ai dit, mademoiselle, señorita, j'ai dit, est-ce que vous voulez faire du stop avec moi? Et la guêpe, pas folle, la guêpe, elle me fait, ah non, 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 je suis pressé. Ça veut dire qu'avec toi, je vais partir moins vite. Ouais, bah ouais. Alors, elle dit, bon, d'accord. Je dis, bon, d'accord. Alors, elle regarde, elle voit tous les gars alignés. Elle me dit, mais je fais quoi? Je me mets devant vous ou à la fin? Je dis, señorita, j'ai dit, vous blaguez ou quoi? J'ai dit, vous mettez où vous voulez, vous allez partir tout de suite. Alors, devant, si vous voulez, devant moi, là, derrière, si vous voulez, au milieu. Elle dit, bon, ben, je vais au bout de la queue. Elle remontait la file des gars. Une Volvo qui arrive, devant tous les gars qui attendaient depuis le matin, s'arrête, prend la fille et l'embarque. C'est pour ça que je suis pour l'égalité de l'homme et de la femme, parce que je veux partir en même temps. Et voilà. Ouais. Mais il y a eu un tas de... C'était pas seulement le voyage aussi, j'ai été vivre, par exemple, j'avais été vivre chez les bons à Bangkok, les moines bouddhistes, Ah ouais. pour étudier le bouddhisme. Le bouddhisme, ouais. Ouais. Moi, le bouddhisme m'avait bien attiré. J'ai travaillé dans un kibbutz en Israël. Vous savez ce que c'est un kibbutz? Non. Non, ah oui, c'est la génération nouvelle. Eh ouais, on n'est pas de la même époque. Je me marre. Quand Israël a été créé en 1948, là, beaucoup de gens venaient de Russie, où il y avait des pogroms. Parce que les Russes, qui jouent au grand seigneur, ils tuent les Juifs comme des grands. Les pogroms, les Polonais, ils ont tué les Juifs. Donc il n'y a pas que les nazis. Bon. Donc, ils venaient de Russie. Et en Russie, avec l'Union soviétique, ils avaient créé les kolkhozes, les fermes collectives. Un peu des fermes communautaires ou... Non, c'est une ferme collective. Le kibbutz, c'est une ferme collective, mais en Israël. Alors, au nom de ces fermes collectives, Staline a tué 6 millions d'Ukrainiens. J'aimerais bien qu'on en parle de temps en temps. Parce qu'il leur a imposé la ferme collective aux paysans. Il leur a piqué les vaches, le blé, les mecs ont 6 millions de morts en Ukraine au temps de Staline. Et ils voudraient... Alors, ils s'étonnent qu'ils ne veulent pas avoir les Russes chez eux. 6 millions. Non, on n'en parle pas presque jamais. Ouais. Donc, les Russes, les Juifs qui réussissaient à quitter la Russie, parce que Staline voulait les coller au fin fond de Sibérie, lui. Il y en a qui arrivaient de ces fermes collectives et ils ont bâti des fermes collectives en Israël, qu'on a appelées kibbutz. C'est-à-dire que tout le monde travaillait ensemble, il n'y avait pas de chef, il y avait des responsables, mais ils tournaient, personne payait plus que l'autre, et donc c'est des fermes collectives. J'ai travaillé pour savoir ce que c'était. J'ai travaillé 3 mois, puis pour me retaper la santé. Alors, santé financière. Alors, la différence du kolkhoz russe et du kibbutz israélien, c'est que le kibbutz marchait et pas le kolkhoz. Et pourquoi le kolkhoz marchait pas? Parce que ça appartenait à l'État. L'État, une chose mystique, qui est au loin, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qui payait tellement peu. La seule chose qui marchait dans le kolkhoz russe, c'est le mètre carré qu'on leur donnait privé, où ils faisaient pousser quelques laitues et tomates. Ça, c'était briqué, ça marchait. Le reste, ils s'en foutaient. Ils avaient un tracteur dans le kolkhoz, les Russes, ils s'en foutaient, c'était pas eux. Alors, ils mettaient pas d'huile dans le moteur. Au bout de 6 semaines, le tracteur marchait plus, donc on ne produisait plus. Tandis que le kibbutz,
Les mecs, s'ils avaient un tracteur, ils s'en occupaient parce que s'ils ne produisaient pas, ils crevaient de faim. C'est l'enfance de l'art. Bah ouais, c'est... Donc, je voulais avoir un kibbutz. Et puis, je me retapais la santé parce que ils nourrissaient, j'étais bien logé, bon, tout ça. J'ai travaillé, j'étais voir, alors ça ne veut dire rien, mais le docteur Schweitzer à Lambaréné pour prendre une correspondance. Mandela, c'était un prix Nobel de la paix qui avait fait un hôpital au Gabon, c'était super connu, tout le monde parlait de lui. J'ai été voir, connaître sa philosophie. J'ai fait des expériences comme ça, j'avais été vivre chez... C'est quoi les expériences qui vous ont le plus vraiment, si vous deviez en refaire une ou deux? Non, j'en ferai aucune, non. Non, parce que moi, ce qui m'a totalement changé le bonhomme, c'est les écrits, je reviens aux écrits Baraï, persans, parce qu'il y a de telles, telles instructions qui font du sens. Les écrits Baraï, tout ce qui n'est pas encore en accord avec la science n'est pas bon. La religion, si elle n'est pas d'accord avec la science, c'est pas de la religion. C'est du charlatanisme. C'est quoi la différence, le positionnement entre le baraï, la religion et la spiritualité? Bon, je ne suis pas prof d'histoire, mais il faut expliquer un petit truc. Les gens n'ont pas l'air de savoir. Qu'est-ce qui fait avancer la civilisation? Il y a deux forces principales, comme un oiseau avec deux ailes. Ouais. Pourquoi deux forces? Parce que l'homme a une double nature. On a la nature physique. Quand on a faim, il faut manger. Il ne faut pas faire de la philosophie. Il vaut mieux manger, d'accord? Quand on a froid, c'est pas la peine de faire de la morale. Il vaut mieux mettre un manteau, d'accord? Mais si on veut, alors, c'est l'alignement, quoi. Il a donc la dimension physique, l'homme, mais il a une dimension que moi j'appelle spirituelle. Bon, ça défrise la plupart des Français. Dès qu'on dit ce mot-là, lève la partie. Ça y est, salut. Ouais, on a deux dimensions. Parce que justement, au niveau de la nourriture, si on veut, aujourd'hui, d'après les Nations Unies, il paraît qu'on produit assez à manger pour tous les habitants de la Terre. Résultat des courses, je schématise, il y a un tiers du monde, il y a la moitié du monde qui bouffe trop et l'autre qui crève de faim. Parce qu'il n'y a pas le désir de partager. Le désir de partager, c'est ça le côté spirituel, les valeurs. Donc, pour s'occuper, l'art de bien vivre, c'est de s'occuper des deux. Pas plus du corps que de l'esprit. Les deux, moitié-moitié. 50%, 50%. Pour l'individu, pour la société, pareil. Si on s'occupe que de l'un ou que de l'autre, ça ne marchera pas. Les deux à égalité, pas un plus que l'autre. Donc, qu'est-ce qui permet d'améliorer le côté physique dans l'histoire? Eh bien, ce sont les scientifiques, la science. On fait des découvertes, c'est-à-dire on n'invente rien parce que c'est déjà là et on le trouve. Et avec ça, on améliore les conditions physiques de l'homme. Je vais prendre par exemple l'histoire des bateaux. Autant des Grecs et des Romains et des Phéniciens. On ramait, alors on faisait ramer l'esclave évidemment. Puis plus le gars il fouettait fort, plus ça avançait vite. Maintenant on a inventé le moteur. On a mis des moteurs dans les bateaux, plus besoin de fouetter l'esclave, et on avance encore plus vite. Donc la science a permis cette amélioration-là de faire avancer un bateau sans fouetter l'esclave, je dirais. Donc la science, par ses découvertes, permet l'amélioration des conditions physiques de l'homme, que ce soit dans la médecine, bon c'est ça. C'est la moitié de la chose, ça c'est très important. Seulement, si on regarde l'histoire, il est permis à l'homme de trouver les lois scientifiques. Il y a des savants, des scientifiques, des chercheurs, tout ça. Comme disait De Gaulle, j'aimerais bien qu'il y ait des trouveurs aussi. Des trouveurs. Et puis alors l'autre dimension spirituelle. Là, si on regarde l'histoire, on voit que l'homme... Très rapidement, merci beaucoup pour votre engouement. N'hésitez pas à vous abonner. D'après les statistiques sur YouTube Analytics, vous êtes nombreux à regarder les épisodes sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet d'inviter encore plus de monde, de grossir le show. Aventurier de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.